Mes chers collègues, bonjour. Comme nous l'avions annoncé hier, nous allons concentrer les travaux de la 27e session de l'Assemblée régionale Afrique en une journée, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut gérer les temps de manière plus rationnelle, en demandant aux uns et aux autres de transmettre les messages qu'ils souhaitent, en respectant un peu la contrainte temps. Nous sommes désolés, et je commence par le premier point qui porte sur l'adoption de l'ordre du jour, tel qu'il vous a été communiqué. Je pense que notre Assemblée, conformément aux traditions, il n'y a absolument aucun problème. L'ordre du jour est d'ores et déjà exhaustif. Et on souhaite le terminer dans les meilleures conditions possibles. Donc, ordre du jour adopté. Nous avons reçu un message vidéo de la part du président de l'APF, notre ami qui n'a pas pu être parmi nous pour des raisons multiples. C'est un message important et il souligne, il est plutôt l'expression que nous formons une seule famille, quelles que soient les déclinaisons régionales qui sont importantes et qui soulignent le rayonnement de la francophonie. Donc, sur le plan technique, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Chers collègues, voilà. Je regrette de ne pouvoir être avec vous à Rabat, étant retenu à Québec par la période de travaux intensifs à notre Assemblée. Notre organisation et ses membres constituent une grande et belle famille francophone dans laquelle les assemblées régionales sont un pilier essentiel. Elles jouent un rôle crucial dans l'appréciation des réalités et des enjeux locaux qui leur sont propres, tout en étant le reflet de notre diversité. Elles contribuent à nourrir nos débats. Comme je vous l'ai dit souvent à Bruxelles, l'avenir de notre francophonie passe par le continent africain. Je tenais donc à vous signifier mon intérêt pour vos travaux, tout en étant conscient de la grande responsabilité qui vous incombe à l'heure où notre organisation traverse certaines turbulences. Je souhaite que vos discussions se déroulent de la manière collégiale et amicale qui caractérise depuis toujours le fonctionnement de notre Assemblée et que vos échanges puissent inspirer l'avenir de l'APF et ses relations avec ses membres. Je suis convaincu que vous saurez trouver les voies de passage qui feront honneur à notre merveilleuse organisation. Dans l'attente de vous revoir, je vous remercie, chers collègues, sincèrement, pour votre implication dans la francophonie. Et je vous dis à très bientôt. Nous passons au point qui suivent en donnant la parole au chargé de mission Afrique de l'APF de nous présenter une brève communication portant sur le point 3 et 4. Chers collègues, vous avez la parole. Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Président de la section marocaine et vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Mesdames et Messieurs les présidents d'Assemblée, Monsieur le secrétaire général parlementaire, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'APF, chers collègues parlementaires, Monsieur le secrétaire général administratif, Monsieur le conseiller Afrique de l'APF, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos adresser au président de la section marocaine de l'APF ainsi qu'à ses membres mes plus chaleureuses salutations et mes félicitations pour les soins qu'ils ont mis dans la préparation de cette réunion. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les membres de la 27e régionale Afrique qui ont effectué le déplacement pour prendre part à cette importante activité de notre organisation interparlementaire. Le rapport que je vais vous présenter couvre la période de juillet 2018 à ce jour.
Il concerne principalement les actions de coopération organisées par la région, c'est-à-dire les différents séminaires parlementaires de notre Assemblée, les missions, appuis et formations auxquelles nous avons été associés. Il concerne également quelques activités de vigilance démocratique, de prévention et de règlement de conflits. Il dresse enfin le tableau des activités à venir de notre région, notamment la prochaine assemblée, donc session, la 45e session assemblée, la 45e session de l'APF et la conférence des présidents d'assemblée et des sections. Vous avez déjà reçu le rapport écrit relatant ces activités que je viens d'énumérer et que j'ai eu l'occasion de présenter à Bruxelles à la réunion du bureau d'hiver et à la 11e conférence des présidents d'assemblée et des sections tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 26 avril dernier. Pour commencer, je voudrais saluer l'implication sans cesse renouvelée de notre secrétaire général parlementaire et le féliciter pour son dynamisme. J'aimerais lui réitérer, ici à Rabat, toute ma disponibilité à travailler fructueusement avec le secrétariat général. Concernant nos actions de coopération et s'agissant précisément des séminaires parlementaires, je vous informe qu'à l'initiative du réseau des femmes parlementaires de l'APF, s'est tenu un séminaire spécialisé sur le leadership féminin et prise de parole en public le 7 et le 8 novembre 2018 à Ouagadougou, au bénéfice des femmes parlementaires du Burkina Faso. À ce séminaire s'ajoutent 2 autres actions de coopération. Une formation diplômante sur l'administration et l'organisation du travail parlementaire pour les fonctionnaires de l'Assemblée nationale et du Sénat du Congo, ainsi que 5 fonctionnaires parlementaires de la RDC, qui s'est tenue à Brazzaville du 12 au 17 novembre 2018, et une mission d'expertise des ressources humaines du Parlement malgache qui a eu lieu à Antananarivo du 28 au 30 novembre 2018. Par ailleurs, dans le cadre des actions pour lesquelles les parlements de la région Afrique ont été bénéficiaires ou ont fourni de l'expertise après notre session de Québec, je vous informe qu'en ma qualité de chargé des missions Afrique de l'APF, j'ai eu l'honneur de conduire la mission de renforcement des capacités du Parlement bicaméral haïtien à Port-au-Prince du 24 au 28 septembre 2018. De même, le directeur des services législatifs, aujourd'hui secrétaire général par intérim de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Alain Akapo-Adra, a dispensé un enseignement sur la diplomatie parlementaire dans le cadre d'une formation certifiante au bénéfice des parlementaires du Cambodge à Phnom Penh du 17 au 19 octobre 2018. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale de Madagascar a fait partie d'une délégation de l'APF conduite par le secrétaire général à Vienne le 19 février 2019 pour le lancement de la campagne internationale et multilatérale pour l'entrée en vigueur du traité d'interdiction complète des essais nucléaires en présence du Dr Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'OTIS. Aussi, les fonctionnaires parlementaires malgaches ont-ils bénéficié de la part de l'APF d'une formation dans le cadre du programme multilatéral de développement parlementaire francophone du 8 au 10 avril 2019. Également, plusieurs parlementaires de la région Afrique ont pris part à la réunion de la Commission des affaires parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est réunie à Ottawa, au Canada, les 25 et 26 avril 2019. Enfin, un séminaire interparlementaire d'information et d'échange à l'intention des parlementaires centrafricains sur l'autonomie des assemblées parlementaires, quelles implications pratiques, et une mission d'identification des besoins de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine ont été réalisées dans ce pays du 15 au 18 mai 2019. Chers collègues, comme vous le savez, nous avons toujours été profondément et spécialement préoccupés des conséquences sur la paix et la sécurité de la situation qui prévaut au Sahel et même au-delà. C'est tout naturellement que les parlementaires de notre région ont pris part à 2 importantes concertations internationales sur le G5 Sahel qui se sont tenues à New York et à Paris respectivement au mois de novembre et décembre 2018.
Ces deux rencontres importantes pour la région Afrique ont permis, d'une part, de débattre du rôle des élus dans le contexte sahélien en matière de sécurité et de développement régional, et d'autre part, de préparer les prochaines actions de l'APF pour soutenir le G5 Sahel. À l'initiative de la section du Burkina Faso, les parlementaires ont adopté l'appel de New York sur le G5 Sahel en marge de la 73e Assemblée générale des Nations unies. Dans la poursuite de la conférence de New York, la région Afrique a pris part au sommet interparlementaire sur le G5 Sahel à Paris, en France, le 13 décembre 2018. Ce sommet a permis de préciser le rôle des parlements pour faire réussir les partenariats internationaux du G5 Sahel et aussi de mettre en place un comité interparlementaire G5 Sahel. La région Afrique salue l'initiative de la création du comité interparlementaire G5 Sahel présidé par M. Husseini Tini, président de l'Assemblée nationale de la République du Niger, et comprenant les représentants des pays bénéficiaires et contributeurs. Les présidents du Parlement des 5 pays membres du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, ont fortement contribué à la mise en place d'une telle structure. Toutes ces actions montrent de manière évidente l'implication et le dynamisme de notre région. Du point de vue sécuritaire, l'importance d'une coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité en Afrique s'avère plus que nécessaire au regard des attentats terroristes qui ont endeuillé récemment le Burkina Faso et le Mali. Comme l'année précédente, nos collègues de la région Afrique ont également pris part au 5e forum sur la paix et la sécurité en Afrique tenu à Dakar les 5 et 6 novembre dernier. Plusieurs présidents de commissions défense et sécurité des assemblées de notre région étaient présents à ce forum. Les défis qui attendent les pays de notre région ont été largement abordés par les parlementaires de la région Afrique présents à ces assises. On peut également relever la participation de 3 parlementaires de notre région au sommet parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition à Madrid les 29 et 30 octobre 2018 et la conférence parlementaire sur l'OMC à Genève les 6 et 7 décembre de la même année. Les parlementaires de notre espace ont aussi participé au 20e anniversaire et 10e congrès de l'Association des ombudsman et médiateurs de l'Afrique, de la francophonie. Chers collègues, concernant la situation politique et sécuritaire dans notre région, sans préjuger du mandat de la commission politique de notre Assemblée qui examine avec pertinence les situations de crise dans les États de l'espace francophone, la région Afrique, après notre session de juillet à Québec, s'est aussi préoccupée des situations politiques au Cameroun, en Centrafrique, en Égypte, au Gabon, au Mali, en République démocratique du Congo, au Togo, au Tchad et au Bénin. S'agissant plus particulièrement de la République démocratique du Congo, la région se satisfait que l'élection présidentielle ait finalement eu lieu après 2 ans de retard. Concernant les rendez-vous électoraux, les parlementaires de notre région ont pris part à plusieurs missions électorales francophones dépêchées par l'OIF au Mali, au Cameroun, à Madagascar et en RDC. À l'instar de l'année qui s'est achevée, 2019 sera rythmée par des élections législatives et présidentielles dans de nombreux pays de notre région. Ces élections seront très suivies car devant symboliser l'ancrage démocratique dans cet espace. Les processus électoraux dans cette région ont connu beaucoup de progrès avec l'organisation d'élections libres dans plusieurs pays. Toutefois, si la mécanique du vote est un principe désormais acquis dans la plupart des États de notre région, il demeure perfectible. La région Afrique poursuivra sa volonté de maintenir et d'encourager le dialogue politique pour atténuer les tensions dans tous les pays qui devraient organiser des élections. Ceci dans le but de favoriser la tenue d'élections pacifiques, inclusives et crédibles. Car la priorité est de faire avancer le processus électoral pour une démocratisation
pour une démocratie saine en Afrique. Chers collègues, dans le cadre des activités de vigilance démocratique, de prévention et de règlement des conflits, la région continue de manifester de profondes préoccupations devant la dégradation des situations politiques, économiques et sociales de bon nombre de pays de notre continent. À cet effet, nous sommes préoccupés par les cas de non-respect de l'immunité parlementaire dans l'espace francophone africain. Rappelons que l'immunité parlementaire n'est pas un privilège personnel du député. Elle garantit toutefois que ce dernier puisse exercer librement son mandat sans s'exposer à des poursuites de nature arbitraire ou politique. Il s'agit d'une garantie de l'indépendance et de l'intégrité du Parlement dans tout son ensemble. Nous restons également préoccupés par la situation économique et sociale de nombreux pays de la région. En effet, notre espace va devoir diversifier ses économies et renforcer son secteur industriel qui ne représente que 10% du PIB continental. L'enjeu aujourd'hui pour le continent africain est d'atteindre le chemin d'une croissance supérieure à celle d'avant la récession de 2009, qui était d'environ 5%, et qui soit inclusive et favorable à l'emploi, et plus particulièrement l'emploi des jeunes. Nous espérons que l'Égypte, qui vient d'être portée à la tête de l'Union africaine, poursuivra les efforts entrepris par le président Paul Kagame du Rwanda afin de rendre plus dynamique l'économie africaine. Chers collègues, en 2018, les actions du programme numérique APF dans notre région ont couvert les sections du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Congo, de la Guinée, de Madagascar et du Mali. Pour cette année 2019, 10 sections relevant de notre région ont sollicité un accompagnement du dit programme. Il s'agit du Burundi, du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, de la Guinée équatoriale, du Rwanda, de Madagascar, du Mali, du Tchad et du Togo. Je rappelle que le Burkina Faso, le Cameroun et la Guinée-Conakry conservent jusqu'en 2020 le bénéfice du programme numérique APF à travers le volet modernisation des systèmes d'information. Il me plaît de mentionner parmi les réalisations significatives de 2018 l'installation d'un système de retransmission et de diffusion instantanée des débats en séance à l'Assemblée nationale du Cameroun. S'agissant de la Guinée, tous les parlementaires ont désormais une adresse courriel professionnelle et ont leur téléphone portable paramétré de façon à y recevoir ou envoyer des informations parlementaires. L'APF a retenu en 2019 pour recevoir les ateliers sur les nouvelles technologies et le numérique, les sections de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert et du Rwanda, et en liste complémentaire, celles de Madagascar et de Guinée équatoriale. Mes chers collègues, avant de terminer, je voudrais vous indiquer que l'état civil demeure un réel défi pour beaucoup de pays de notre région. Aussi, à l'initiative du secrétaire général parlementaire, notre région pourrait porter donc cette problématique. Le but étant de combattre le phénomène d'enfants fantômes et de permettre à terme une meilleure identification des personnes. Chers collègues, avant de terminer, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la 12e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique se tiendra en 2020 dans un pays donc qui sera se tiendra à Kigali au Rwanda en 2020. Merci. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue Fofana. Un rapport exhaustif qui éclaire un peu les activités de l'APF Afrique durant cette période. Alors nous passons au point suivant qui porte sur l'intervention des différents présidents et aussi des chefs des délégations qui souhaitent intervenir sur les deux thèmes retenus, l'intégration économique régionale en Afrique et le parlementarisme africain, les nouveaux défis
C'est un point important et il serait utile d'écouter les différents collègues sur ces deux problématiques. Quels sont ceux qui souhaitent intervenir? Madame Président Ngouma. Elle est quoi? Président de la commission coopération et développement de l'APF. Commission Coopération et développement. On commence par une intervention d'une collègue. Certainement, ça va ouvrir l'appétit à d'autres. Madame Ngouma, qui est présidente de la coopération et développement de l'APF. Commission de la coopération et développement Afrique. Et après, la collègue qui représente le Rwanda. Merci, Monsieur le Président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, président de la section marocaine de l'APF, Madame, Messieurs les présidents des assemblées nationales et des pays d'Afrique, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, chers collègues. En ma qualité de présidente de la Commission de la coopération et du développement de l'APF, il me fait particulièrement plaisir d'introduire le thème sur l'intégration régionale en Afrique. Il y a quelques semaines, l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement BAD a eu pour thème, bien évidemment, l'intégration régionale. L'intégration régionale en Afrique est donc un thème d'actualité dont les parlementaires d'Afrique francophone devraient résolument se saisir. Relier les pays enclavés à des ports, permettre la libre circulation des personnes, favoriser les investissements au-delà des frontières nationales est une nécessité. Oxygéner nos économies est un impératif. L'intégration régionale est essentielle pour l'accélération du développement de notre continent. L'Afrique doit échanger plus avec elle-même, c'est un constat implacable. L'avenir du continent s'annonce plus radieux. L'édition 2019 des perspectives en Afrique de la Banque africaine de développement fait ressortir que la performance économique globale continue de s'améliorer. La croissance devrait atteindre 4% en 2019 et 4,1% en 2020. Ce rythme est remarquable comparé au taux de 2,1% seulement enregistré pas plus tard qu'en 2016. Chers collègues, il convient de noter que 40% des pays africains devraient afficher un taux d'au moins 5% cette année grâce à la reprise des cours des produits de base et à la stimulation de la croissance par la demande intérieure et les investissements dans l'infrastructure. Les opportunités économiques de notre continent suscitent beaucoup d'intérêt et ces opportunités sont énormes. La zone de libre-échange continentale africaine, nouvellement créée, fera du continent le plus vaste espace de libre-échange du monde avec un PIB cumulé de plus de 3 300 milliards de dollars. La simple suppression des barrières tarifaires fera augmenter les échanges d'au moins 53%. Et une fois les barrières non tarifaires éliminées, le volume des échanges pourrait doubler. L'heure est au bilan, même si l'on peut malheureusement constater quelques frémissements, il y a encore fort à faire pour que notre continent se dote de structures régionales capables de redéfinir sa place dans le processus de mondialisation. La prise de conscience est réelle parmi les dirigeants africains
qui ne veulent pas rater une fois de plus le coach du développement. Sans encore avoir rattrapé le temps perdu, notre continent semble décidé à redoubler d'efforts en matière d'intégration. Toutefois, il faut aujourd'hui se poser des questions pour ne pas reproduire les erreurs passées. Au-delà des égoïsmes nationaux, de la prévalence des logiques rentières et des trop lents progrès d'une nouvelle gouvernance, ne s'est-on pas trompé d'échelle? N'aurait-il pas fallu se fixer des objectifs plus réalistes et plus modestes, tout en s'insérant dans des organisations internationales structurées autour de principes de solidarité capables d'adoucir les aspérités de la mondialisation? Comment attirer les investissements étrangers dans un continent où les marchés sont morcelés, où les dispositions législatives et réglementaires sont à la fois dissuasives et hétérogènes? Chers collègues, il est temps pour nous, parlementaires africains, de tenter de répondre concrètement à de telles interrogations, en favorisant d'abord concrètement l'intégration, en y associant tous les acteurs et pas seulement les États, en encourageant toutes les initiatives, en donnant au secteur privé de notre continent, plus important désormais qu'on ne le croit, les moyens d'apporter sa pierre au développement pour le bien des populations que nous représentons. L'harmonisation des législations et des réglementations sera aussi un facteur de progrès. Nous avons aujourd'hui quelques exemples encourageants d'un nouveau réalisme porteur d'avenir, celui par exemple de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, qui peut avoir un effet d'entraînement. Sur le plan international, le regroupement des pays africains dans de grands ensembles multicontinentaux porteurs d'affinités linguistiques, culturelles et éthiques, et où ne prévalent pas seulement les logiques commerciales, peut les aider à s'intégrer de façon moins brutale dans la jungle des relations internationales. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui regroupe un grand nombre d'États du continent, en constitue un exemple emblématique, car ce ne sont pas les rapports de force qui y prévalent, mais des relations fondées sur une réelle solidarité et sur la co-construction. Le mouvement francophone a pour fondement même la coopération solidaire entre les membres. Le développement durable, l'éducation, la diversité culturelle et linguistique, l'état de droit et la bonne gouvernance dans tous les domaines sont au cœur de son projet de coopération. L'échelle la plus efficace pour mettre en œuvre ces objectifs est celle des régions, cadre privilégié des actions de l'Organisation internationale de la francophonie. On s'en convaincra en constatant que la création de réseaux constitue un de ses outils favoris. La francophonie peut-elle montrer la voie d'une coopération nord-sud visant à développer les potentialités des plus démunis de ses membres? C'est en tout cas ce qu'elle tente de faire depuis de nombreuses années. Pour cette raison, elle veut accompagner toutes les évolutions allant dans le sens d'un développement plus rapide des pays de notre continent, dont au premier chef les politiques d'intégration régionale. L'accélération de cette organisation, de cette dernière, est une condition du développement. L'OIF fait partie des organisations qui peuvent les aider à en construire les outils. En tant que représentants des aspirations de nos peuples, nous devons contribuer à accélérer l'intégration régionale pour le bien-être des populations que nous représentons. Mesdames, Messieurs les présidents et chefs de délégation, tels sont les propos introductifs du thème portant sur l'intégration régionale. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Madame la Présidente. La parole est à notre collègue, la présidente de la délégation du Rwanda. Oh, pardon, non. Il faut arrêter.
Je représente la délégation rwandaise et à Monsieur le Président de l'APF, Monsieur le Secrétaire général du Parlement de l'APF, honorable le Président de l'Assemblée du Royaume du Maroc. Je voudrais aussi remercier tous les délégués qui sont ici et vous dire que nous sommes une nouvelle section de l'Afrique, de la section du Rwanda, depuis le 30 mai, et que nous voudrions vous dire que nous vous remercions de nous accueillir dans cette assemblée ici. Comme représentant du Rwanda, nous voulons aussi transmettre les salutations de notre présidente de l'Assemblée nationale du Rwanda, Madame Mukabalisa Donatille, qui n'est pas ici présente, mais qui a voulu que nous présentions ses excuses. Et de vous remercier à cette occasion de s'entretenir sur les questions d'actualité intéressant le devenir de la région africaine. On voudrait aussi dire que sur les questions et les défis d'Afrique, surtout pour les enfants fantômes, nous avons la loi au Rwanda de faire inscrire les enfants dès leur naissance en lieu de 30 jours après la naissance dans les livres de population et d'état civil. Mais de coutume, les enfants sont inscrits le jour où il est né dans l'établissement de santé. Et ça voudrait dire que nous voulons encourager tout pays d'Afrique parce que toute planification des pays est prise à une fondation de la registration des enfants, mais aussi pour l'état civil, il faut que toute planification du pays ait une base de la population en tant que source de développement, mais aussi en tant que source d'intégration. Deuxième chose, c'est de dire, pour l'économie de l'Afrique, ça dépend de l'intégration aussi solide. Parce que, étant dans la mondialisation, ou ensemble nous sommes inclus, ou divisés nous sommes exclus. Alors, il faudra une force d'union, d'unité, et surtout que la francophonie soit notre, je dirais, pas la langue, pas la région, mais la force d'unité ensemble en Afrique. Troisième chose, c'est que la francophonie et l'intégration africaine, ensemble, nous pouvons bâtir un monde meilleur avec les valeurs d'état de droit, de la démocratie consensuelle, du pluralisme basé sur les pouvoirs donnés aussi partagés de la femme, des hommes, des jeunes. Un dernier ressort, on voudrait dire que nos économies soient ou bâtissent un modèle de pensée, d'économie, mais qui disent tolérance zéro à la corruption. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. La parole maintenant est au président de l'Assemblée nationale du Gabon, le collègue Faustin.
Monsieur le Président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc et Président de la dite section, je voudrais avant tout vous remercier très sincèrement pour l'accueil si chaleureux que vous avez bien voulu réserver particulièrement à la délégation de mon pays, le Gabon, et au-delà, à l'ensemble des délégations qui, en jugé par les sourires rayonnants qu'ils affichent, se sentent chez eux, très chaleureusement accueillis. Je voudrais ensuite m'adresser à l'administration, Monsieur le secrétaire général parlementaire. Nous nous félicitons de la manière dont le travail est réalisé et la façon dont nous recevons toutes les informations, tous les courriers, tous les dossiers qui viennent de votre part. Je voudrais également dire à Monsieur le secrétaire général administratif toute notre admiration. Cela dit, je me fais également le devoir de vous donner très brièvement des nouvelles concernant, parce que je sais que beaucoup de collègues ici s'en sont enquis, vous en premier, Monsieur le Président, de l'évolution de l'état de santé du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, puisque vous avez fait le survol tout à l'heure des situations concernant nos États. Le président de la République gabonaise a effectivement traversé une situation très difficile, mais j'ai le plaisir de vous informer qu'il va de mieux en mieux. Le Royaume du Maroc a énormément contribué à son rétablissement. Et je voudrais ici, très sincèrement et très fraternellement, à travers vous, réitérer nos vifs remerciements à Sa Majesté le Roi. Nous ne sommes du reste pas surpris, parce que c'est le frère d'Ali Bongo Ondimba. Et ils entretiennent, depuis leur enfance, une relation très particulière. À travers vous également, nous adressons nos remerciements au peuple frère marocain. Mais au-delà du Maroc, nous avons eu le bonheur de recevoir le soutien de tous les frères africains, dont beaucoup de chefs d'État ont rendu visite ces dernières semaines au président Ali Bongo Ondimba. Nous nous permettrons d'ici la fin de la séance de proposer une motion de remerciement, si vous en convenez, et en ce moment-là, nous indiquerons les détails. En tout cas, le président va de mieux en mieux, grâce au Maroc, grâce à vous tous. Merci beaucoup. Cela dit, sur l'intégration régionale en Afrique, Monsieur le Président, c'est un honneur pour nous de nous exprimer au nom de la délégation gabonaise à l'occasion de nos rencontres enrichissantes et constructives au sein de l'APF. Je vous remercie donc de cette opportunité renouvelée. À la suite du brillant exposé qui a été fait par notre collègue, et j'en suis d'autant plus fier que non seulement il s'agit d'une femme, il s'agit également d'une femme africaine et gabonaise en particulier. Vous comprenez donc aisément que je sois ravi. Je voudrais donc apporter ici notre modeste contribution à cette réflexion. Chers collègues,
il nous a été indiqué les principales réalisations et les défis à relever par le continent en matière d'intégration économique et de libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Je voudrais ici saluer les récents et louables efforts consentis dans ce sens en Afrique de l'Est et dans l'espace CEMAC, ce qui constitue un bon présage pour les nobles objectifs que nous poursuivons. Les difficultés de l'intégration africaine, comme nous l'avons observé, ne résultent donc pas d'un manque de volonté des dirigeants, mais de la dure réalité des contraintes. En effet, aux problèmes d'infrastructure s'ajoutent les troubles sociopolitiques, les pandémies et les problèmes de financement de nos communautés économiques régionales, dus à la situation financière de nos États principalement. Qu'à cela ne tienne, au nom des peuples que nous représentons, nous devons demeurer inventifs et moderniser notre gouvernance. C'est fort de cela que je voudrais ici solennellement féliciter cette décision prise par les chefs d'État africains à Kigali en mars 2018 de mettre en place une zone de libre-échange continentale. Mes chers collègues, au moment où les 22 ratifications nécessaires à l'entrée en vigueur de cet accord ont largement été dépassées, quelques hésitations et incertitudes légitimes demeurent. La sagesse dans ce type de situation nous commande tout de même d'en tenir compte. C'est en cela que, au-delà du vote dans nos hémicycles, la contribution des parlementaires à ce processus doit être plus pragmatique. Nous devons nous donner les moyens de contrôler, de suivre et d'évaluer sa mise en œuvre. À cet effet, pour accompagner les exécutifs africains avec efficacité et pertinence, je me permets de suggérer ici la création d'une commission interparlementaire pour la zone de libre-échange continentale. Cet organe, à mon avis, devrait être commun à nos différentes assemblées parlementaires communautaires. Notre objectif étant, souvenons-nous de ce qu'avait dit le président Senghor, je cite, « Ce sont les peuples qui, par l'intermédiaire de leurs élus, pousseront les gouvernants à aller de l'avant. » Tel est le début de ma réflexion. Chers collègues, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président et chers collègues. Est-ce qu'il y a... Aidez-moi. Ah, pardon. Avec l'âge, la vue baisse. Mais autre chose augmente. Chers collègues, vous avez la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de la Chambre de représentants du Royaume du Maroc, Monsieur le Président de l'Assemblée et des sections de la région d'Afrique de l'APF, chers collègues députés et sénateurs, Monsieur le secrétaire parlementaire de l'APF, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de vous dire toute ma joie et mon émotion d'être parmi vous pour prendre part à la 27e Assemblée régionale d'Afrique de l'APF au nom de l'Assemblée nationale du Niger
et de son président, son Excellence, M. Hosseini Tinni. Je suis à la tête d'une délégation parlementaire car le Niger, attaché aux valeurs qui sous-tendent la francophonie, ne saurait manquer un rendez-vous aussi important. Je voudrais également, au nom de la délégation qui m'accompagne, remercier le Parlement marocain pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Messieurs et Madame, cette rencontre se tient autour du thème principal qui est l'intégration régionale en Afrique. Ce thème est à saluer en raison de sa pertinence et de son opportunité, car l'avenir de toute Afrique est dans l'intégration régionale. Dans un contexte de mondialisation accrue, l'intégration demeure un puissant moyen de développement économique et social, particulièrement pour les pays africains. En effet, de brillantes actualités font aujourd'hui de l'intégration régionale un enjeu central pour notre continent. Nos dirigeants africains reconnaissent aujourd'hui plus que jamais qu'il est urgent d'accélérer cette intégration. Tout le processus a été construit autour de communautés économiques régionales qui en sont des piliers. Notre pays, le Niger, qui appartient à l'Union monétaire et économique ouest-africaine, UEMOA, et à la communauté économique des États membres de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, nourrit beaucoup d'ambition pour une intégration régionale et continentale. La CEDEAO, qui ambitionne de bâtir une union monétaire et économique, fait preuve de son alignement sur la stratégie continentale. Elle fait partie des organisations économiques régionales les plus avancées dans le processus d'intégration. Convaincu que c'est la voie de l'avenir de l'Afrique, le président de la République du Niger s'est fortement impliqué dans la mise en place de la monnaie unique au sein de la CEDEAO. Des progrès ont été réalisés dans l'espace communautaire de la CEDEAO, notamment la libre circulation de personnes et de biens et l'harmonisation des différentes politiques sectorielles. Le problème de financement sont le principal obstacle à cette intégration. La plupart des communautés économiques régionales tirent l'essentiel de leurs ressources financières de contribution de leurs membres, mais leurs opérations sont financées avant tout par l'assistance extérieure. Devant une telle situation, comment transformer le paysage de l'intégration de l'Afrique? L'un des défis majeurs du continent demeure la paix et la stabilité, car il nous faut alors des stratégies pour répondre aux menaces terroristes actuelles et la criminalité transfrontalière. Monsieur le Président, mon pays, le Niger, situé au niveau de la bande sahélo-sahalienne, fait face à tous les défis de développement auxquels s'est ajouté avec une grande acuité de défis sécuritaires. Cette situation préoccupante, l'ensemble des pays membres du G5 Sahel, à savoir le Mali, le Burkina, la Mauritanie, le Tchad et le Niger et ses partenaires. Pour faire face, ces pays ont créé une force G5 Sahel pour les exécutifs des pays membres et un comité interparlementaire au niveau de leur parlement. À notre humble avis, la solution réside dans la mutualisation des moyens de lutte. Cependant, malgré cette mutualisation, les pays du G5 Sahel ont plus que jamais besoin de pouvoir compter sur la solidarité de leurs amis. Outre les défis sécuritaires, d'autres conflits internes et sur le continent affectent aussi le rythme de l'intégration. Monsieur et Madame le Président, l'intégration est un processus qui a besoin d'être accéléré. Pour cela, il nous faut développer les échanges intra-régionaux et permettre un libre échange entre les pays membres. Sinon, comment comprendre qu'il y ait 12% des exportations africaines qui vont vers d'autres pays africains? L'intégration régionale en Afrique doit répondre à deux grandes nécessités. La première est d'instaurer un environnement favorable à la croissance économique et au développement.
La seconde est de renforcer l'unité politique au niveau du continent. Nous devons donc examiner ensemble les obstacles entravant la réussite de l'intégration africaine en développement un commerce intra-africain et un transport aérien commun. En effet, l'Afrique pèse seulement 4% dans le commerce mondial. C'est justement conscient de cette situation peu enviable que le chef d'État et le gouvernement ont décidé de la création d'un vaste marché appelé Zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Son lancement a eu lieu lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine tenu à Kigali, au Rwanda, en 2018. Monsieur le Président, nous restons fiers de la contribution apportée par le Niger à travers son président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui a conduit à son terme ce processus tant attendu des Africains. Son leadership est hautement salué par des frères africains qui viennent de parapher l'accord. La création de la zone de libre-échange continentale africaine appelée ZLECAf constitue une opportunité pour annier la vulnérabilité des économies africaines dans l'ordre économique mondial. Au regard des ambitions du continent, elle est un cadre d'opportunité pour le milieu d'affaires africain. Cela nous rassure aussi aujourd'hui que la ZLECAf constitue la première étape pour la construction d'un marché commun africain conformément au traité d'Abuja de 1991. L'intégration, qu'elle soit sous-régionale ou régionale, est une œuvre de longue haleine reposant sur des décisions politiques et juridiques hardies. Pour être durable, l'intégration régionale doit s'étendre au-delà de la seule intégration économique pour aborder également la coopération sociale, culturelle, politique et sécuritaire. À cet effet, il nous revient en tant que Parlement de soutenir et accompagner les exécutifs d'une part en accélérant le processus législatif y afférent et d'autre part en assurant un suivi régulier de tous les projets communs initiés dans ce cadre pour une intégration effective et vivante au grand bénéfice des populations africaines. Je vous remercie. Merci. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a d'autres candidats à la prise de parole? Président, là, il y a deux candidats, là et là. Là-bas et là. C'est qui? Congo. Ah, le Congo. Et puis, quel... Là-haut, c'est le Tchad. Congo et Tchad. Alors, on va respecter l'âge en donnant la parole à notre collègue qui représente la délégation du Congo. Et après, aux plus jeunes. Il faut vous attendre un peu. Merci, honorable président de l'Assemblée nationale du Maroc. L'honorable président de l'Assemblée nationale du Gabon a déjà, à notre nom, présenté les remerciements à la délégation du Maroc pour l'accueil. Je les réitère au nom de la délégation congolaise. Concernant les problèmes d'intégration, je pense que dans la salle, les présidents de l'Assemblée du Cameroun et du Gabon sont mieux placés que moi pour nous donner ce que l'Afrique centrale a réalisé comme intégration au sein de la communauté des États de la CEMAC, avec la gestion d'une monnaie commune, d'une banque centrale commune, d'une banque de développement commune, d'un marché financier commun, l'introduction d'un passeport de la CEMAC,
d'un parlement communautaire de la CEMAC, des institutions dans lesquelles le Congo participe pleinement. Mais si je prends la parole, particulièrement, c'est pour préciser 2 ou 3 petits points dans lesquels le Congo s'efforce de faire sa part, notamment en ce qui concerne la mise en place de la liaison fibre optique pour accélérer la circulation de l'information au sein de l'espace. La fibre optique a déjà été établie entre le Congo et la RDC, entre le Congo et le Gabon, et le Congo s'efforce d'établir la liaison avec la RCA. En ce moment, le programme en cours est celui de la liaison entre le Congo et la RCA. Et le deuxième point, c'est la construction des infrastructures routières. Le Congo a déjà des infrastructures, des routes entre le Congo et le Cameroun, le Congo et le Gabon, et tout dernièrement, le président de la Banque africaine de développement s'est rendu à Brazzaville il y a 2 mois, et il a été conclu, et le président de la banque lui-même a annoncé que l'année prochaine, la banque va financer la construction d'un pont au-dessus du fleuve Congo pour relier Brazzaville à Kinshasa. Les 2 villes les plus rapprochées, les 2 capitales les plus rapprochées du monde seront, à partir de ce moment-là, reliées par une route et un rail et un chemin de fer. Ce sera un pont route-rail entre les 2 rives. Cela permettra l'accélération de la circulation entre ces 2 grandes zones qui sont la CEMAC, la RDC et peut-être la CEAC, qui est l'autre organisme d'intégration que les États de cette partie de l'Afrique essayent de mettre en place. Je crois que d'autres voix ici dans la salle pourraient en parler mieux que moi. Concernant la zone de libre-échange, le Congo a déjà ratifié cet accord et est prêt à participer à toute initiative africaine pour la mise en pratique de cet accord parce que nous y croyons résolument et fermement. Avant de terminer mon propos, je voudrais annoncer, c'est aussi une autre forme d'intégration, que notre chargé de mission a parlé du sommet de la lutte contre la faim et la malnutrition à Madrid. Nous y avons pris part et en ce moment-ci, avec le concours de la FAO, nous sommes en train de préparer un forum qui aura lieu à Brazzaville en octobre et qui devra regrouper les États de la CEAC pour que cette partie du monde aussi constitue une plateforme de lutte commune contre la faim et la malnutrition dans cette partie de l'Afrique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est au Tchad. Merci, Monsieur le Président de la séance plénière. Monsieur le Président de la Chambre des représentants, par ailleurs président de notre conférence. Messieurs le Secrétaire général de l'APF, Messieurs les membres du staff du Secrétariat général et du Secrétariat administratif, Mesdames et Messieurs les présidents des sections pays de l'APF, c'est avec un grand honneur que je prends la parole au nom
de la délégation tchadienne que j'ai eu l'insigne honneur de diriger, une délégation composée de 6 parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale étant empêché par rapport à son agenda interne, nous a demandé de venir le représenter à cette grande assise importante. Mais avant d'aborder le sujet à l'ordre du jour par rapport à la contribution du Tchad, je voudrais tout d'abord, au nom de la délégation que je conduis, remercier et féliciter très sincèrement le président de l'Assemblée nationale du Maroc pour l'accueil combien chaleureux et également la marque d'hospitalité marocaine. Monsieur le Président, je vous prie de transmettre le message de la délégation tchadienne au peuple marocain pour son hospitalité. Chaque fois que nous arrivons au Maroc, nous sommes toujours très heureux et à l'aise parce que le Tchad et le Maroc ont une tradition qui les lie depuis des millénaires. Ceci étant, mon intervention en termes de contribution va s'articuler tout simplement autour de 2 aspects. L'aspect intégration africaine, mais également l'importante question de l'état civil. Pour ce qui est de l'état civil, comme hier le secrétaire général de l'APF, dans son mot introductif, parlait déjà de la tenue d'une conférence importante sur la scolarisation des filles au Tchad. Le Tchad fait de la scolarisation des enfants et particulièrement des filles une priorité, une obligation, ce qui emporte sur l'obligation d'établissement de l'état civil pour chaque enfant tchadien né au Tchad. Et nos efforts se poursuivent tant au niveau parlementaire pour soutenir cette volonté politique de donner à chaque enfant tchadien son identité, ce qui va garantir les perspectives électorales des générations futures. Monsieur le Président, permettez-moi de vous apporter quelques contributions par rapport au thème principal qui est l'intégration régionale. Au niveau du Tchad, si nous voyons l'histoire, l'intégration régionale en Afrique est un processus déjà ancien qui se construit par le renforcement des liens économiques et la solidarité entre les peuples d'Afrique dans l'unité. Dans les pays africains, dès le lendemain des indépendances marquées par l'éclatement des anciennes fédérations coloniales, le besoin d'intégration régionale s'est fait vivement sentir. Ce fut au cours de la vague des indépendances des années 1960 et la création consécutive de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 qu'est née l'idée et la nécessité de l'intégration africaine comme support à la promotion du développement des États africains, y compris le Tchad. Ce processus a pour finalité l'émergence et le renforcement des relations techniques et économiques d'indépendance structurelle à effet d'entraînement positif. L'union qui se résulte répond à la soumission de l'ensemble des partenaires et des espaces régionaux auxquels il appartient à des politiques communes dites aussi uniques. L'unité monétaire en est la première institution. Étant le support principal de l'intégration africaine, l'unité monétaire fut largement préservée tant en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Les 2 unions monétaires de la zone franc ont été le socle des progrès de l'intégration régionale dans d'autres domaines avec la création des unions économiques en 1994. Les performances économiques des pays africains de la zone franc ont eu cours dans les années 2000 et cessé d'être meilleures que celles des autres pays africains et peuvent être améliorées. Au moment où l'Afrique subsaharienne semble avoir trouvé le chemin de la croissance économique, l'avantage que donne l'intégration régionale aux pays des 2 unions doit être mieux exploité.
Mais à ce niveau, quelles sont les faiblesses qui entravent le processus d'intégration régionale en Afrique? La dépendance technique, matérielle et financière de nos pays africains à l'aide étrangère constitue l'un des points faibles parmi d'autres. Malgré la mise en place des groupes ou forces d'interposition, les communautés économiques régionales ont du mal à préserver la paix dans les États membres menacés ou touchés par des conflits armés sans l'intervention étrangère, comme au Mali, pour le cas du MINUSMA, alors qu'il y a l'ECOMOG dans la CEDEAO, ou encore en République centrafricaine, et actuellement au Tchad, où la force multinationale Barkhane et la G5 Sahel. Il en est de même dans d'autres secteurs comme celui de la santé publique face à des épidémies telles que Ebola, qui aurait fait, entre autres, les mois de mars et de décembre 2014, plus de 8000 victimes dans le CEDEAO. Selon le bilan de l'OMS, ainsi que le sida dans la SADC en Afrique australe. Elle est considérée comme la région ayant le taux le plus élevé de prévalence de cette pandémie au monde, avec plus de 13 millions de personnes infectées en 1994. Autant dire que les pays africains sont encore bien loin du compte malgré la volonté politique de s'intégrer. Il faut dire qu'ils n'offrent pas encore, sur le plan structurel, un cadre propice à l'activité productrice, à la croissance soutenue et à l'emploi des jeunes en particulier, source de recherche et de développement. Les égoïsmes nationaux et la lourdeur administrative y sont pour quelque chose. De surcroît, ces pays africains souffrent de la faiblesse des institutions démocratiques, de l'insuffisance des résultats économiques, malgré quelques petites embellies par-ci et par-là, et de l'absence des droits politiques, sociaux et civils. Elles présentent aussi un déficit politique juridique qui se traduit par le non-respect des règles et des directives communautaires. Autre lacune et non des moindres, les populations dont nous parlons, dont nous représentons aujourd'hui, et pour lesquelles elles sont censées agir afin de leur faciliter la vie, ne se sentent pas concernées par leur action. Et pour cause, elles ne savent ni qui les dirige, ni comment se transposent et s'appliquent leurs directives à l'échelle nationale. Donc, il y a là aussi un manque d'information à l'égard des communautés nationales, malgré la présence des commissions nationales des communautés économiques régionales dans les pays. À titre d'exemple, par rapport aux efforts d'intégration nationale dans l'espace Afrique centrale, comme l'a si bien développé le doyen d'âge, celui qui m'a précédé, le Congolais, le grand frère congolais, a bien mis l'accent sur les différentes organisations qui sous-tendent cette volonté politique de l'intégration nationale. Et cela, dernièrement, s'est manifesté par un exemple type où le Tchad, pays très enclavé, isolé et distant de plus de 1000 km du port, manifeste beaucoup de difficultés quant à la promotion de son économie. Mais part du principe qu'avec cette nouvelle disposition africaine de libre-échange, le Gabon et le Tchad viennent de signer un contrat de coopération, de libre-échange, pour que le Tchad, qui est un grand producteur de viande, puisse fournir au Gabon le maximum de viande pour l'alimentation, et en même temps, le Gabon peut soutenir le Tchad par rapport aux produits de mer, parce que nous sommes enclavés et nous avons souvent des difficultés alimentaires d'accès à des produits de mer. Donc, cette convention vient d'être signée il y a à peine une semaine. Donc, voilà un peu l'exemple de progrès que nous essayons de mener. Cela va de même aussi avec, par exemple, le Cameroun, qui aujourd'hui reçoit de façon triangulaire le pétrole du Tchad à travers son port, mais également bientôt le pétrole du Niger, parce que le pipe est en train d'être finalisé pour que le pétrole du Niger transite par le Tchad via le Cameroun, le port du Cameroun. Donc voilà des processus, des éléments forts qui augurent la bonne volonté également des pays de la sous-région à pouvoir se mettre ensemble pour promouvoir le développement économique de nos régions en faveur de nos peuples. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Merci beaucoup, chers collègues. D'autres candidats à la prise de parole? Le collègue qui représente la section du Parlement marocain, M. Touimi Benjeloun, vous avez la parole. Merci, honorable président, monsieur le secrétaire général parlementaire de l'APF, monsieur le secrétaire général administratif, monsieur le chargé de mission, honorables députés, je suis très heureux de prendre la parole dans cette honorable assemblée qui se déroule au Maroc et je vous souhaite un très agréable séjour et aussi des travaux très importants avec des résultats très positifs pour notre région Afrique. Mon mot va se résumer sur certaines réflexions que je souhaite vous transmettre aujourd'hui pour vous dire que l'intégration régionale est une priorité du développement en Afrique. Ce sont tous les Africains, et pas seulement les législateurs ou les décideurs, qui ont un rôle à jouer pour donner corps à l'intégration sur l'ensemble du continent. Bien évidemment, les législateurs, les décideurs ouvrent les voies pour cette intégration. Et ça reste à la société civile, à la population, de s'adapter à cette intégration. En Afrique, l'intégration compte. Vu la diversification des produits, des marchés locaux, sur la fluidité, certains déplacements des citoyens entre les pays, sur les destinations des déplacements de loisirs, de travail, sur la viabilité économique des communications, sur les choix et les lieux d'études et d'éventuels emplois, sur les modalités de transfert d'argent aux familles ou d'octroi de capitaux pour le lancement d'une entreprise. Je voudrais et je souhaite que pour tous les Africains qui puissent avoir une libre circulation en Afrique et limiter tout acte de visa entre les Africains. Nous souhaitons que le marché africain soit fructifié et que ces enfants puissent circuler. Comme je pense à un penseur qui a dit un jour que la terre est ronde, c'est pour que chacun de nous puisse faire le tour. Ça, c'est notre souhait au Maroc. Monsieur le secrétaire général, je m'adresse à vous directement, parlementaire. Une réflexion aussi sur les enfants sans identité. Effectivement, 250 millions d'enfants de moins de 5 ans n'ont pas d'identité. Je vous remercie d'avoir eu une interview à TV5 Monde pour parler de ce sujet qui est très important. Je souhaiterais, au niveau de la commission parlementaire où on a donné ce nom d'enfants sans identité, remplace le mot fantôme. C'est un souhait que nous vous adressons, monsieur le secrétaire général parlementaire. D'un autre côté,
pour l'Afrique, le développement de l'Afrique passe par les nouvelles technologies de l'information. Il faudrait penser et anticiper assez rapidement pour qu'il n'y ait pas cette fracture numérique entre le Nord et le Sud. Nous sommes très sensibles à ça au Maroc. Des lois ont été déjà établies et nous sommes prêts à aider tous nos frères africains à s'inspirer de nos expériences. Et donc, pour nous, c'est une priorité. Le e-gouvernement, le e-parlement et tout ce qui concerne l'informatisation, le digital, le numérique, dans nos pratiques quotidiennes, dans nos administrations, devrait avoir une priorité pour notre développement économique et social. Avec ça, Monsieur le Président, je termine mon mot. Je vous remercie encore une fois. Merci à tous. Merci, chers collègues. D'autres intervenants? Bien. Je vous remercie, mais je crois que la plupart des interventions ont été émaillées d'exemples concrets qui soulignent que les expériences d'intégration économique régionale restent un objectif stratégique pour un grand nombre de pays africains. Nous estimons que c'est une excellente chose. Certaines interventions ont mis l'accent sur le plus extrêmement important et qui est aussi d'ordre stratégique à travers la création de la zone de libre-échange continentale. Et une proposition concrète a été faite qui consiste à créer une commission interparlementaire. Personnellement, je pense que c'est une bonne proposition. C'est une manière d'appuyer ce que les États ont conçu et commencent à appliquer pour les signataires de cet accord. Et je propose à ce que cette proposition soit, dans la mesure du possible, intégrée dans les conclusions finales. Je vous remercie encore une fois pour la qualité, l'apport concret de toutes les interventions. Nous passons au point suivant qui porte sur la situation politique et sécuritaire en Afrique francophone. Et je donne la parole au secrétaire général parlementaire, M. Krabal. Oui. Monsieur le Président, merci de me donner la parole et je vais m'efforcer d'être bref, puisque pour deux raisons. La première, c'est que le rapport de notre chargé de mission a déjà largement abordé ce sujet et d'une manière assez précise et très détaillée à travers la feuille de route qui a été tracée depuis Praia avec nos collègues du G5 Sahel. Et donc, je ne veux pas reprendre ce qui a été dit et bien dit, cher Fofana. Et puis, d'autre part, notre collègue du Niger, tout à l'heure, qui a repris le flambeau porté déjà par M. Tini, a également abordé cette question de la sécurité. Donc je pense que beaucoup de choses ont été dites, simplement exprimer le point de vue de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui a initié cette volonté de travail interparlementaire à la demande des 5 parlements à Praia, pour montrer que nous devons être dans un processus régional et d'appropriation par les parlements quand il y a des questions qui les concernent directement. Appropriation à travers toutes les actions, actions de sécurité, mais également actions de développement. Et l'APF, en appui, suite à ces demandes, veut les relayer auprès des bailleurs, ce qui a été aussi un des éléments de la construction du comité interparlementaire et qui s'est mis en œuvre, c'est de voir avec les bailleurs comment
on peut soutenir votre action et comment l'APF peut venir en appui de cette action qui doit d'abord être, comme ça a été dit, Monsieur le Président, d'abord une action des parlementaires qui doivent être vraiment dans l'information, mais également dans le suivi des actions. Trop souvent, vous nous avez fait part du fait que des actions se déroulaient dans votre pays, dans votre région, sans pour autant en être informés ou sans pour autant pouvoir suivre les événements. Et donc, tout ce qui s'est dit ce matin, que j'ai modestement exprimé dans mon propos, relève vos préoccupations afin d'aboutir à cet fonctionnement plus régional qui respecte la diversité des pays, pour apporter vraiment une plus-value, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine du développement, le domaine de l'environnement ou dans le domaine de la sécurité, à travers cette volonté politique très forte d'interparlementarité que vous avez exprimée avec beaucoup d'à-propos. Et moi aussi, Monsieur le Président, je voudrais saluer la qualité des interventions de ce matin en mettant en avant un des éléments qui est une orientation politique très forte de l'APF, à savoir la lutte contre les enfants sans identité, qui ne sont pas des enfants fantômes et qui, au-delà de l'aspect personnel qui doit nous mobiliser dans cette volonté du respect des droits de l'homme et des personnes, c'est vraiment, si nous aboutissons à éradiquer ces enfants sans identité, que les registres d'état civil avec le numérique puissent porter cette perspective, eh bien nous bâtissons tous un État moderne, un État qui pourra avoir une démocratie plus apaisée, plus structurée. Donc merci aux uns aux autres et je ne veux pas être plus long sur ces questions. En tous les cas, Président, vous avez été très fort puisque, au-delà du retard d'hier, eh bien, vous avez permis une large expression de nos collègues et c'est bien ça qui est important. Quand le dialogue est positif, quand le dialogue s'engage vers l'avenir, eh bien, nous ne pouvons qu'être satisfaits. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci, chers collègues, secrétaire général parlementaire. Alors, nous allons prendre une petite pause avant de reprendre les travaux pour, dans la mesure du possible, terminer l'ordre du jour, les points qui restent. Il y a la photo. Et une photo de famille qui est aussi importante que le reste, parce que ça mémorise. Et nous avons besoin, surtout en Afrique, qui a une grande mémoire civilisationnelle. C'est une photo qui sera un plus, une pierre supplémentaire dans l'édifice de la francophonie.